C'est hyper alléchant de te dire tu vas avoir ton bouquin qui sort et tout ça. Au final, ça s'est pas forcément passé comme je l'aurais voulu. Au bout d'un moment, là, ça fait 3 ans que je fais ça. Et je sais que moi, tous les 3 ans, j'ai un besoin de renouveau. Et là, c'est un peu soit je fais appel à des gens, soit je monte plus ma tête, soit je trouve une autre mécanique. Et ils m'ont fait venir du coup à Prague. Je suis arrivé sur le backlot, j'ai eu une larme qui a coulé parce que c'est le plus beau décor que j'ai jamais vu, quoi. Et ce qui est marrant maintenant, c'est qu'on me reconnaît sur les plateaux de tournage aussi. Ça, c'est rigolo d'avoir des gens qui sont dans le ciné et qui regardent mes vidéos. Et certains dans le ciné qui me disent qu'ils apprennent des trucs alors qu'ils bossent dans le cinéma. Et la suite, c'est continuer à aller sur les plateaux de tournage, continuer à faire découvrir le maximum de choses à mes abonnés, quoi. Trouver à chaque fois le petit truc un peu inédit qu'on s'imaginerait pas, quoi. Bonjour à tous, merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. Je suis ravi de vous retrouver, d'autant plus avec un invité très particulier, puisque je suis accompagné aujourd'hui de Jerry Talks, que vous avez certainement déjà vu sur Instagram, TikTok ou encore YouTube. Vous êtes forcément déjà tombé sur une de ces vidéos. On va parler notamment de ton parcours jusqu'à ta création de contenu, et aussi du pendant de la création de contenu, comment ça se passe pour toi, et de tes objectifs futurs, et de ce qu'on pourra voir de toi dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Tout ça, ça va être dans ce podcast. J'aimerais bien que tu te présentes pour nous, que tu racontes un petit peu qui tu es, d'où tu viens, mais surtout qui tu es actuellement. Ok, je suis Jerry Talks sur les réseaux sociaux. Je suis créateur de contenu autour des coulisses de cinéma, principalement. Je parle aussi un peu de spectacle, mais c'est le cinéma qui a les plus grosses vues, en tout cas, sur mes réseaux, et qui fonctionne le mieux. Avant ça, j'ai été régisseur de spectacle pendant 12 ans. J'ai travaillé aussi ensuite avec des créateurs de contenu, au montage, assistant de production, auteur. Et j'ai aussi une formation de comédien. Et aujourd'hui, je fais de la création de contenu à temps plein. Je fais que ça depuis fin 2022 à peu près. Qu'est-ce qui est arrivé en premier, du coup? Parce que tu me dis que tu as une formation de comédien, ce qui se voit un tout petit peu. Pourquoi est-ce que de comédien, on arrive à parler de cinéma, mais de ce qui se passe derrière l'écran? Alors, si tu veux que je remonte un peu loin, quand j'étais au collège, je voulais devenir chef opérateur. Ok. Dès le collège, le cinéma m'a intéressé, et chef opérateur m'intéressait pas mal, l'image donc. Et j'ai découvert le théâtre quand je suis arrivé au lycée, avec un cours d'art dramatique, donc en juin. Et là, ça a été une révélation. Donc j'ai dit ciao au ciné. Je suis resté dans le côté théâtre, mais toujours côté image. Et je me suis dit, le régisseur de spectacle, ça peut être pas mal, parce qu'on régisseur lumière, on touche aux lumières du spectacle, à l'image du spectacle. Et donc, du coup, je me suis orienté vers ça. J'ai fait un diplôme de métier d'art de régisseur lumière. Derrière, j'ai bossé pendant 12 ans comme régisseur lumière. Et régisseur son, vidéo, plein de trucs en plus, quoi, parce que faire que régisseur lumière, c'est compliqué. Et j'ai fait... donc, j'ai dit au revoir aussi au cours d'art dramatique, mais ça m'a toujours resté en tête. J'ai fait une formation de comédien en 2011 au studio Pygmalion. Et j'ai adoré ça. C'était la meilleure année de ma vie. C'est pour se découvrir soi-même, puis découvrir le vrai jeu de comédien, le vrai jeu d'acteur. J'ai adoré ça. J'ai essayé un petit peu pendant un temps, mais il faut être hyper persévérant dans ce milieu pour être acteur, ce que je ne suis pas. Enfin, ce que je n'étais pas à l'époque. Et du coup, j'ai arrêté au bout de 3 ans. Et puis surtout, je fonctionnais bien en tant que régisseur lumière. C'est-à-dire que j'avais pas mal de taf. Les gens aimaient bosser avec moi. Et pour changer d'étiquette, c'était compliqué, quoi. Pour leur dire, je suis aussi comédien. Ah ouais, mais nous, on a besoin de toi comme régisseur, quoi. Donc, viens bosser. Et du coup, j'ai eu du mal à faire la transition. Je voulais être comédien de doublage aussi à une époque. J'ai fait une formation de doublage. Et pareil, j'ai pas réussi à pousser. J'étais un peu dégoûté. Tu sais, quand le doublage, il faut que tu ailles cogner aux portes directement. Puis il y a une directrice de plateau qui m'a fait bien comprendre que je la dérangeais. Enfin, j'étais pas du tout à l'aise avec ce truc. Et du coup, j'ai arrêté. Et du coup, j'ai continué dans la régie jusqu'au Covid. Pourtant, tu as une voix vraiment faite pour le doublage. J'aurais adoré. Ouais. Peut-être que ça pourrait se faire un peu par la suite. C'est jamais, hein. Et donc, pendant le Covid, donc si je ne me trompe pas, c'est pendant cette période-là, tu décides de créer ta chaîne TikTok? Ouais, alors en 2018, j'ai créé une chaîne YouTube de randonnée. Randonnée et vélo, donc rien à voir avec le ciné. Ouais. Mais voilà, j'avais envie d'un truc un peu nature, un peu, je parlais de zéro déchet et tout ça. Il y a eu 700 abonnés, tu vois, ça n'a pas fait un truc énorme, mais c'est là que je me suis intéressé aussi au montage, tu vois, au montage vidéo et tout. Je trouvais ça sympa. Et au moment du Covid, du coup, ça m'a obligé à arrêter la régie de spectacle que je voulais arrêter depuis plusieurs années. Donc là, j'ai arrêté totalement. Et je bossais depuis 1 ou 2 ans, je crois, avec Fabien Olicard, donc qui est youtubeur et aussi qui fait des spectacles de mentalisme et d'humour mentalisme. Et fin 2021, mi-2021, en fait, il cherchait un monteur vidéo et un assistant de prod. Et je me suis dit, génial, moi j'aime beaucoup le montage, je veux changer de taf, je vais postuler en tant que monteur. Et là, j'arrive dans les 2 derniers. Il y avait 300 postulants, j'arrive dans les 2 derniers. Et il me dit, alors, on te prend pas en tant que monteur, mais est-ce que le poste d'assistant de prod t'intéresserait ?
Et je dis, eh bah, pourquoi pas, de toute façon, j'ai envie de changer. Et du coup, j'ai fait ça pendant 1 an. Et en fait, ça m'a pas plu du tout, mais du tout. Et au bout d'1 an, je me sentais tellement mal dans ce taf qu'il me fallait quelque chose pour me sentir bien. Tu vois, j'avais besoin de sortir un peu la tête de l'eau. Et j'ai repensé à mes époques collège, où je matais déjà les DVD, les behind the scenes et tout ça, tu vois, même sur VHS et tout. Et je me suis dit, en fait, oui, les coulisses, c'est ce que j'adore. Et je vais parler de ça, quoi. Comme je bossais avec Fabien aussi, j'avais quelques notions un petit peu des réseaux et tout ça. Et j'ai fait une petite enquête sur TikTok, parce qu'avec Fabien, on en avait discuté. Il me dit, ah, il reste des places à prendre sur TikTok, quoi. C'était encore pas le début TikTok, mais le moment où ça commençait à décoller pour pas mal de gens. Avec le Covid et tout ça, ça a pas mal décollé. Là, on était en 2021, au moment où je me suis lancé. Et j'ai vu qu'il y avait pas grand monde Enfin, il y avait des gens qui parlaient de cinéma, mais pas grand monde qui parlait des coulisses, tu vois. Et je me suis dit, bah vas-y, il y a peut-être une place à prendre. Donc, du coup, j'ai un jour c'était quoi? C'était le 1er août 2021, j'étais chez ma mère. Je me suis dit, vas-y, il faut que je me fasse plaisir. Quitte à ce que ce soit pas parfait au début, parce que pour le coup, j'ai un côté un peu perfectionniste et j'ai tendance à vouloir que ce soit parfait dès le début. Et en fait, bah, là, j'ai réussi à me lancer en mode, c'est pas grave, on perfectionnera après. Et pendant 1 mois ou 2, je crois, j'ai fait 3 vidéos par jour pour lancer le truc, voir comment ça fonctionnait, voir aussi comment fonctionne. Je commençais vraiment à y intéresser, voir comment fonctionnaient les viewers, à quelle heure ils regardaient, est-ce que c'est le matin, est-ce que c'est le midi, est-ce que c'est le soir, est-ce qu'il y a un horaire qui déclenche un peu plus. J'ai commencé à regarder tout ça à ce moment-là. J'ai 3 vidéos répondu plus par qu'à ta jour. question, je crois, Non, alors désolé. non, c'est super, tu prends de l'avance. C'est ça. Et ben on va y Bon, aller, bah, du coup. merci beaucoup, hein, c'était super. J'avais une question, tu me l'as perdue du coup. Ah bah, je suis à toi, Voilà. du coup. Désolé. Oui, ce que je voulais dire, c'est pendant 2 mois, Ouais. 3 vidéos par jour, c'est Je vraiment. crois que je l'ai fait pendant au moins 1 mois, je crois. Mmh. Ouais. 3 vidéos par jour, mais c'était hyper court. Il n'y avait pas encore la monétisation. Oui. Donc on cherchait pas. Enfin, moi en tout cas, je cherchais pas à faire la minute, quoi, tu Ouais. vois. Et c'était des vidéos de moins de 30 secondes en général, je crois. Mais j'avais quand même ce truc de avoir une accroche, Mmh. le contenu Mmh. et la petite vanne de fin que j'ai amenée dès les premières vidéos, je crois, où je dis mon amour, blabla, avec une petite vanne où je parle à mon amour hors champ. Mmh. Et dès le début, j'avais ce truc-là qui a assez bien marché, tu vois, je pense, parce que ça permettait d'avoir de la rétention puis petit à petit, les gens, comme ils voyaient que je faisais le même truc à la fin, Mmh. je pense qu'il y en a certains qui attendaient d'avoir cette vanne-là. Mais ouais, ça a bien marché dès le début, puisque j'ai chopé 10 000 abonnés en 1 mois, du coup. Donc c'était la bonne mécanique, je pense, en tout cas à cette époque-là, pour voir comment ça fonctionnait et pour faire grimper le truc assez rapidement. Tu faisais déjà au tout début, pour ton accroche, tu disais déjà, ça, tu faisais déjà ça? Alors les objets de cinéma, c'est arrivé plus tard. OK. Parce que le ça, c'est un truc de cinéma. Ouais. C'est arrivé avec les objets de Cinoche. Ouais. Et quand est-ce que je les ai amenés? Je sais plus. Mais ça m'intéressait parce que, mine de rien, je viens du spectacle, mais le cinéma, je connais pas tant que ça. J'ai fait un peu quelques tafs dans le cinéma. J'ai été assistant réal sur un court-métrage, tu vois, des petits trucs à la con, et puis en tant qu'acteur, quoi, tu vois, sur des courts-métrages aussi. Mais en tant que... Enfin, j'ai jamais bossé en tant que technicien ou quoi dans le ciné. Donc ça m'intéressait aussi de voir tous les trucs qui existaient. Je savais pas comment c'était les faux glaçons. Je savais pas comment c'était, comment on faisait de la fausse fumée dans une casserole. Et ça m'intéressait de voir tout ça. Et il y a un moment, et je sais plus quand est-ce que c'était, je sais pas, peut-être 2-3 mois après, je me suis dit, vas-y, je vais aller chez Pyrofolis, Pyrofolis, qui est une boîte qui fait de la location et de la vente de trucs pour le cinéma, des objets, des effets spéciaux, des machins comme ça. Et je connaissais déjà parce que dans le spectacle, moi, j'allais leur acheter des confettis, souvent pour des spectacles, tu vois. Et je voyais tous ces trucs dans les vitrines. Et je sais pas, chouette ces machins-là. Je voyais les verres cassables, tu sais, les verres en résine, les vases et tout ça qui sont exposés. Et du coup, j'ai pu commencer à le faire parce que je pense que la monétisation a dû arriver à peu près à ce moment-là, fin 2021. Et je pense que j'ai dû commencer à gagner un tout petit peu de sous avec, tu vois, quelques dizaines d'euros par-ci par-là. Et je me suis dit, je vais prendre ces sous-là, et je vais les réinvestir dans les objets, tu vois. Je vais acheter des trucs pour en faire des vidéos. Et du coup, c'est comme ça que j'ai commencé à en faire. Aujourd'hui, tu as d'ailleurs une belle collection. J'ai vu dans un document, je sais plus pour quelle émission, tu montes ta collection d'objets de cinéma. Je me dis, comment il arrive à avoir tout ça? Ouais, c'est rigolo, hein. C'est Ouais, c'est énorme. marrant. Donc, si vous avez besoin de quelqu'un pour des effets de cinéma, n'hésitez pas à l'appeler, il a ce qu'il faut. Hein. Vraiment, c'est ça, j'ai un petit stock. il y a le matériel. Donc, en fait, assez rapidement, tu vas trouver ton style, ta manière de faire qui aujourd'hui te caractérise et te permet aujourd'hui d'avoir cette base d'abonnés-là. Tu as réussi à trouver vraiment la chose qui fonctionne et c'est très étonnant et très impressionnant. Surtout que tu es arrivé finalement assez récemment sur les plateformes courtes.
Et j'ai vu aussi que pendant un temps, tu as fait aussi un petit peu pour YouTube. Et cette fois-ci, tu as parlé de cinéma. Tu faisais plus tes randonnées, mais tu parlais de cinéma. Chose que tu as un petit peu arrêté, abandonné depuis quelques mois maintenant. Tu parles des vidéos longues? Les vidéos longues, Ah ouais, oui, tout à vidéos fait. longues, ouais. C'est juste que c'est compliqué à produire, quoi. La dernière vidéo longue que j'ai faite, c'était la visite de Provence Studio à Martigues, qui était géniale, tu vois. Ils m'ont montré tout leur studio et tout, c'était incroyable. Ils m'ont donné toute une journée avec eux. Et cette vidéo-là, j'ai mis 1 mois à la monter, quoi. Parce qu'en plus, à côté, il faut que tu fasses les formats courts. Bah, ça prend un temps de ouf. Ou alors, il faudrait que j'ai un monteur et tout ça, mais j'ai pas forcément non plus un budget énorme. Même si j'ai quelques abonnés, j'ai pas non plus un budget gigantesque. Donc, non, c'est compliqué, ouais. Donc cette vidéo-là et même toutes tes vidéos courtes, tu fais tout dessus de A à Z. Tu n'es pas accompagné. Alors là, je commence depuis la rentrée là, Ouais. à me faire accompagner un peu. Alors déjà, depuis 1 an, j'ai un agent qui s'occupe de la plupart des partenariats, parce que c'est ça qui me fait vivre à 70%. Hein. Et depuis la rentrée, j'ai un auteur aussi qui travaille avec moi sur les vidéos partenariats, qui m'aide à les écrire et à me dégager du temps pour mes vidéos à côté. Je commence à bosser aussi avec un monteur pour les vidéos au quotidien. Je vais essayer de voir pour bosser avec un monteur pour les vidéos partenariats aussi. Enfin, j'essaie de me dégager de certains trucs qui m'intéressent un peu moins aujourd'hui. La régie, j'ai notamment arrêté, la régie de spectacle, j'ai notamment arrêté pour ça. C'est que le côté technique m'insupporte un petit peu. Si j'avais pu rester derrière ma console pendant un spectacle et faire les lumières et ne faire que ça. Mais non, en fait, quand tu fais un spectacle, tu arrives à 9h du matin, tu installes les lumières, le décor, et tu pars à 1h du matin parce qu'il faut démonter tout ça derrière, quoi. Et j'ai arrêté la régie un peu pour ça. Et là, la création de contenu, il y a un peu ça, quoi. Le côté tournage, il faut mettre le truc en place, mettre les lumières, il faut que ce soit pareil que la dernière fois. Et après, il faut que tu fasses le montage, machin. Ça te prend 3 heures de montage pour une vidéo d'1 minute. Au bout d'un moment, là, ça fait 3 ans que je fais ça. Et je sais que moi, tous les 3 ans, j'ai un besoin de renouveau. Et là, c'est un peu soit je fais appel à des gens, soit j'arrête, quoi. Soit je trouve un autre truc qui me fera marrer, soit je monte plus ma tête, soit je trouve une autre mécanique. Mais là, du coup, j'ai besoin de renouveler un peu le truc et j'ai besoin d'avoir des gens qui m'entourent. Et du coup, maintenant, j'ai un petit peu le budget pour embaucher quelques personnes. Ouais. Tu nous as raconté que tu avais plutôt un parcours théâtral. Est-ce que tu te considères comme cinéphile ou pas du tout? Je me le demande souvent parce que je vois des créateurs de contenu qui sont vraiment cinéphiles, qui se mettent 1 voire plusieurs films par jour. Genre, je pense à Frame, je pense à la manie du cinéma, Mélanie. Ces gens-là voient 1 film par jour, quoi. Et je ne vois pas du tout 1 film par jour. Quand tu regardes mon Letterboxd, le mois de septembre, je crois que j'ai vu 2 films. Mais pour de vrai, j'ai pas vu plus que ça de films au mois de septembre. Je suis cinéphile parce que j'aime le cinéma, mais j'aime principalement les coulisses, mine de rien. C'est-à-dire que tu me demandes de choisir entre regarder le film ou regarder le making-of. Bah, je crois que je vais plutôt regarder le making-of, tu vois. Même si j'ai pas vu regarder le film. Ouais. Les coulisses m'intéressent parfois plus que le film en lui-même. Après, j'adore aller au ciné. J'y vais quand même de temps en temps et tout. Hein, mais là, j'ai un abonnement chez Pathé. Mais je me demande si je vais pas l'arrêter. J'y vais même, enfin, tu vois, c'est même pas rentable parce que j'y vais même pas 2 fois par mois dans le ciné à côté de chez moi. Par manque de temps aussi, malgré tout. Par manque de temps aussi, ouais. Mais là, je commence à m'organiser. Je commence à avoir un endroit où aller bosser. Ça, c'est génial aussi. J'ai mis ça en place là. C'est cette semaine. Depuis quelques jours, là, j'ai un endroit où je peux aller bosser, où j'ai mis mon ordi et tout, qui est en dehors de chez moi. C'est-à-dire que le fait de bosser de chez soi, c'est quand même particulier, quoi, tu vois. C'est le meilleur moyen, pour moi en tout cas, de procrastiner toute la journée et à 20h de commencer à bosser pour finir à 4h du mat. Donc là, je commence à lâcher ce format-là de travail pour un truc un peu plus classique où je vais au boulot à 10h et je repars à 17h, quoi, tu vois. Mais là, du coup, oui, ça va peut-être me dégager du temps pour mater des films. J'ai réinstallé chez moi, du coup, j'ai remodifié chez moi. J'ai un vidéoprojecteur depuis un moment. Et j'avais pas pu l'installer correctement. Là, j'ai commencé à l'installer. Donc, je me dis, peut-être que tous les soirs, je vais pouvoir me mater un petit film et remplir mon Letterboxd comme le fait Frame tous les jours. Puis il les note, il les commente et tout. Mais oui, je suis pas ce cinéphile-là. Je suis pas le cinéphile qui connaît tous les films et qui va te conseiller le film à aller voir. T'aimes quoi dans le cinéma? Je te conseille ce film, tu vas adorer. Je suis pas du tout... Excellente imitation. Il vient d'imiter Frame à l'instant. C'était superbe. C'était lui. Hein. C'est exactement ça. Je l'ai invité, j'ai plus besoin. Non, c'est fait. Frame, bonjour. On peut faire les deux d'affilée. J'ai une question un petit peu curieuse du coup dans tout ça. Tu dis que tu regardes pas beaucoup de films, mais tu as tendance à regarder beaucoup de making-of. Ouais. Par curiosité, c'est quoi ton making-of préféré?
Il y en a un qui est hyper marrant. Enfin, ce qui est con, c'est que ce qui est le plus intéressant parfois, c'est le malheur des autres. Et il y en a un du film de Terry Gilliam sur l'homme qui tuait Don Quichotte. Le film qui Le ont mis film des qui années à se faire. En plus, ouais. qu'ils ont fini par faire et qui était nul. Oui, il a fini par le faire. Je l'ai Ouais. pas vu. Il il a est, gâché. il est Ouais. terrible. Ben, C'est- j'ai pas vu pour le coup le Ouais. film, mais j'ai vu le making-of. Et le mec a tellement galéré, mais c'était un enfer, quoi. Il a eu des inondations. Les inondations, et il a dû tourner dans un genre de désert, je crois. Il y a eu des inondations qui ont emporté du matos. C'est-à-dire que c'était pas des petites inondations. Enfin, il y a eu des pluies, mais c'était pas les petites pluies. Ça a vraiment inondé le plateau. Il y a du matos qui a été embarqué, qu'ils ont essayé de retenir. Ils ont dû attendre que ça sèche pour pouvoir reprendre le tournage. Sauf que quand ça a séché, l'eau a fait qu'il y a eu de la végétation qui a poussé. Donc c'était plus raccord avec ce qui avait été tourné avant. Il y a Jean Rochefort qui tournait dans le film, qui a eu un problème de dos énorme. Je sais plus ce qu'il avait. Il y a eu un enchaînement de merde. Et au bout d'un moment, l'équipe partait, quoi. Enfin, il n'y a plus de quoi faire le film. C'était plus possible. Et c'est incroyable à regarder, c'est génial. Il y a aussi celui de Babylone AD avec Vin Diesel. Mhm. Et c'est Kassovitz qui réalise. Et c'est un enfer pour Kassovitz, ce tournage. Il a des merdes et Vin Diesel veut l'écarter de la réalisation. Il essaye un peu de s'emparer du tournage avec les assistants réels. Et tout un truc aussi avec... il y a une scène iconique dans ce making-of de Kassovitz qui parle à son équipe et qui est sur le décor et qui parle à tout le monde avec un fond vert derrière lui. Enfin, c'est irréel, quoi, tu vois. J'ai vu passer des extraits de celui-là. Ouais, celui-là, qu'est-ce qu'il y en a qui font que je regarde? C'est celui de Apocalypse Now, où sa femme, à Coppola, Mhm. était sur le tournage et pour s'occuper, entre guillemets, parce que c'est un des tout premiers making-of qui a vu le jour, je crois, à filmer les coulisses, quoi. Il faut que je le voie, apparemment, c'est assez incroyable aussi. Ouais. Tu parles de cette passion-là pour l'envers du décor du cinéma, Mm. sur tes vidéos TikTok, sur tes vidéos Instagram, sur tes vidéos YouTube, et également sur un livre. Ah oui, c'est vrai. Ce- Oh, je te l'ai ramené. Oh, je suis trop content, vas-y, montre-le nous. Il est où? Attends. Donc voici 100 secrets de tournage. Alors raconte-nous un petit peu déjà la jeunesse de ce projet-là. Comment c'est arrivé dans ta vie de te dire à un moment, tiens, là j'ai l'occasion de faire un livre. Alors, c'était quand? C'était en 2022, je crois. La boîte enfin, la maison d'édition qui s'appelle Dashbook m'a contacté et m'a dit est-ce que ça te dirait de faire un livre? Et je fais bah pourquoi pas. En fait, j'ai réfléchi à quel format on pourrait faire. En fait, le plus logique, c'était de reprendre le concept qui marchait le mieux sur mes réseaux, Mhm. les secrets de tournage. Et du coup, on a fait les 100 secrets de tournage. Raconte-nous un petit peu, donc à partir de ce moment-là où tu as donc eu cette opportunité, comment s'est passé pour toi ce projet-là? Dans quel sens ça a été au niveau des illustrations? Est-ce que tu as eu un rôle à jouer là-dedans ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre qui a fait ce travail-là? Raconte-nous un petit peu ta place là-dedans. Alors, je suis assez... comment dire? J'aime contrôler ce que je fais. Tu le sais toi-même, Ouais. je t'ai demandé à avoir un droit de regard Tout à sur ce fait. qui allait être fait ici. Parce Absolument. que j'ai du mal à laisser mon image comme ça dans la nature, entre guillemets, mais tu vois, mais j'ai du mal à ne pas contrôler les choses. C'est ce que m'avait dit mon premier agent d'ailleurs, et ça avait duré 2 mois. Sinon, t'aimes bien contrôler, oui, mais t'es pas psy, au revoir. Et du coup, j'ai demandé beaucoup de modifs. La couverture, je sais pas combien de versions il y a eu, mais il y en a eu beaucoup. L'illustration de mon visage aussi. Je savais à peu près ce que je voulais, et puis l'illustratrice a rajouté des choses et tout, et puis ça s'est construit petit à petit. J'aime pas en plus déranger les gens. Mhm. Du coup, j'ai eu beaucoup de mal à... Il a fallu que je prenne sur moi pour faire tous ces retours, parce que, mine de rien, j'aime pas le faire, ça. Tu vois, de déranger les gens, entre guillemets, alors que, de toute façon, c'est l'idée. Hein. Il faut que le bouquin arrive au bout, il faut que ce soit le plus correct possible, quoi. Et on a fait ça qui est pas parfait, selon moi. Les illustrations à l'intérieur... Enfin, tu vois, il y a un côté un peu peut-être trop simple, je sais pas. Mais ce bouquin est ce qu'il est, et je pense que c'est ce qui est dedans, j'imagine, est intéressant, j'espère. En tout cas, j'ai réussi à trouver 100 secrets de tournage qui pouvaient intéresser. Après, c'est marrant parce que du coup, dedans, là, je parle de sociétés que je regardais de loin à cette époque-là. Et quand j'ai commencé à faire des vidéos avec Wheel of Cinema, où on est parti faire des vidéos sur les sociétés qui existent, je suis allé piocher dans ce que j'avais mis là-dedans. Ça a permis de faire un pré-travail finalement pour tes futures vidéos. C'est un peu ça, ouais. Alors, je vois sur certaines pages des QR codes qui mènent à des vidéos. Exactement. D'accord. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a des vidéos que j'avais déjà fait, que j'ai remis là-dedans, avec des anecdotes un peu plus étoffées. Il y a peut-être plus de choses là-dedans que dans la vidéo d'1 minute, tu vois. Mais tu peux aller voir la vidéo d'1 minute quand j'en avais fait sur les réseaux. Ouais. Merci beaucoup. En tout cas, n'hésitez pas à vous le procurer. 100 secrets de tournage que tu as fait il y a 1 an. C'est ça qui est sorti il y a 1 an C'était maintenant. en 2022 maintenant. Hein. Ouais.
Il a dû sortir, il avait mis un peu de temps à sortir. C'était en décembre 2022, je crois, ou janvier 2023. Un truc comme ça. 1 an et demi, du coup. En tout cas, sur Instagram, la vidéo que tu as faite dessus, c'était il y a 1 an et 2 mois. Un truc Ah ouais, comme ça, ok. ouais, précisément. D'accord, j'avais mis du temps à Ouais, l'annoncer alors. On travaille ici. On prépare. C'est fou. Est-ce qu'il y a des choses que tu regrettes dans ce projet-là, des choses que tu aurais fait autrement? Le livre, Ouais. ne pas dire oui trop vite aux propositions qu'on nous fait. Faire attention, là, c'est hyper alléchant de te dire tu vas avoir ton bouquin qui sort et tout ça. Au final, ça s'est pas forcément passé comme je l'aurais voulu. Le truc, c'est que j'avais 2 mois pour écrire mon bouquin. D'accord. Tout en continuant de bosser à côté. Donc, c'est hyper chaud. Ça a été hyper rapide. En vrai, il aurait fallu plus de temps que ça pour approfondir un peu, pour faire un peu plus de recherche, pour que j'aille directement peut-être à la rencontre des sociétés qui bossent, tu vois. Ça aurait été hyper intéressant d'avoir vraiment, même peut-être des témoignages et tout ça. Ça aurait pu être cool d'avoir d'approfondir un peu plus le sujet. Là, on en reste un petit peu en surface, peut-être. Ouais, ça, c'est peut-être le truc qui me chagrine le plus. 2 mois pour écrire, en plus des illustrations et tout, juste pour l'écriture? Juste pour l'écriture et pour les illustrations et tout ça aussi, je crois. Ok. L'idée, en fait, c'est Dashbook, c'est un éditeur un peu particulier, c'est-à-dire que tu fais une proposition de bouquin, eux le proposent au public. S'ils ont entre 100 et 150 précommandes, ils l'éditent. Sinon, ils ne l'éditent pas. Et du coup, il y a un truc de précommande à faire. Ça, j'ai pas été très fan aussi, c'est-à-dire que le livre a 2 naissances, du coup. C'est-à-dire qu'il a une naissance au moment où tu l'annonces pour les précommandes. Il n'est pas encore sorti, donc il faut que tu aies les précommandes et tout ça. Et il y a la 2e sortie, qui est la vraie sortie du bouquin, sauf que les gens en ont entendu parler une première fois. Et, tu vois, il y a un truc qui est un peu particulier. Et du coup, la version physique est sortie, oui, en décembre, janvier. Ça a mis un peu de temps. Ça aurait dû sortir en septembre, dans mes souvenirs. Ça a mis un peu plus de temps que prévu. Faire un autre livre, est-ce que ce serait, pourquoi pas, dans tes projets? Ouais, carrément. J'avais même proposé quelque chose à 1 ou 2 maisons d'édition. Il faudrait juste que je m'y mette, en fait, que j'écrive ça. Là, le fait d'avoir, comme je te disais, un bureau, là, je vais peut-être réussir à m'organiser et à me dégager du temps pour écrire. Pour écrire un 2e, ouais, ça pourrait être assez intéressant et un peu plus complet, un peu plus étoffé. Et puis maintenant que j'ai rencontré pas mal de gens du milieu, peut-être aussi les faire participer à ce truc-là, à voir comment ça pourrait se goupiller, ouais, ça pourrait être intéressant. Le format, je le trouve assez étonnant, ce format qui arrive. Est-ce que c'était un choix qui t'appartenait ou... Ça, c'est l'éditeur qui a eu cette idée-là. Après, je trouvais ça original. Du coup, je me suis dit que ça pouvait aussi se démarquer des bouquins qui existaient. Après, il n'est pas dispo en librairie. Ouais. Ça aussi, c'est un truc qui me chagrine. Tu peux aller le commander en librairie, mais il n'est pas dans les librairies. Il est surtout sur Amazon et Cultura et la Fnac. Surtout la Fnac. Il n'y a pas les frais de livraison, c'est pratique. Tu payes que le prix du bouquin. Le prix du bouquin est assez, je trouve assez cher, mine de rien. Si tu veux que je te dise tout. Il est à 17 €, je crois. C'est ça. Moi, j'aurais aimé qu'il... Tu vois, enfin... Ça me paraît cher pour ce que c'est. Mais c'est pas en adéquation avec le format du livre. Le prix en fait. Oui, c'est ça. Oui, non, c'est ça. C'est avec c'est l'éditeur qui l'a calé ce prix-là au début. Je crois que je sais plus comment il l'avait mis, mais c'était encore plus. Je fais non les gars, c'est pas possible quoi. Moi, je voulais que ça dépasse pas 14 €, je crois. Enfin, tu vois, vu le format du truc, pour moi 14 € ça va. Tu vois. Là 17, on commence un peu à tirer sur la corde quoi. Après voilà, le contenu reste vraiment très très intéressant. J'ai ouvert quelques pages comme ça au hasard et je me dis waouh. Par exemple là, j'ouvre la page que j'ai ouverte au hasard, c'est marqué vomi. C'est la dernière fois. Voilà, voilà. Passez votre chemin. Bon, bah d'accord. Puis j'ai essayé, ouais, tu vois, d'ajouter des petites vannes que je peux faire aussi en vidéo. Il y a le côté humour qui plaît peut-être pas forcément à tout le monde, hein, mais qui, moi, me fait marrer et que j'ai voulu apporter. Mais ça correspond, je trouve, en tout cas, le contenant correspond vraiment à ce que tu fais. Ouais, c'était l'idée. On sent que tu es derrière et que c'est toi qui contrôle, enfin, de ce que j'ai vu, en tout cas, du peu que j'ai vu. Mais j'ai l'impression, enfin, je te reconnais vachement dans l'intérieur du livre. Oui, ça c'était l'idée vraiment que ça corresponde à ce que je faisais sur les réseaux et que les gens retrouvent ce que je fais quoi. Parce que s'ils vont acheter le bouquin, c'est qu'ils s'intéressent à ce que je fais sur les réseaux, donc c'est dans la continuité. Ouais. Mais donc tout ça est allé quand même assez vite, c'est-à-dire 2020, 2019-2020, vraiment tu te lances dans les réseaux pour parler de cinéma de l'envers du 2021. décor. 2023. 2022, on me contacte pour le livre. On te contacte pour le livre, il sort, ça va tellement vite. Au bout d'1 an sur les réseaux, je sais pas combien j'étais sur TikTok, je devais être à 300 000 abonnés, un truc comme ça. Et j'ai commencé à me lancer aussi sur YouTube, c'est-à-dire que j'ai pris toutes les vidéos que j'avais fait jusque-là, qui sont intemporelles, tu vois, c'était pas sur des films en particulier, et je les ai foutues sur YouTube, et j'ai gagné 100 000 abonnés, j'aurais aimé, j'ai gagné 100 000 abonnés en 1 mois. Donc il y a eu un truc qui a commencé à se créer, je pense que
Il y a pas mal de gens qui ont dû voir ça. Et c'est aussi la période où j'ai eu toutes les demandes de partenariat qui sont arrivées quasiment d'un coup en juillet-août 2022, du coup. Et à peu près en même temps que le bouquin. Tu vois, il y a tout qui est arrivé en même temps à ce moment-là, quoi. On a parlé beaucoup de positifs quand même dans tout ça, mais on va parler aussi un tout petit peu de négatifs, ou en tout cas Mhm. des choses un peu moins drôles. Ce qui est intéressant aussi parce que être créateur de contenu, c'est pas toujours très très simple. C'est ça. Quelles sont aujourd'hui les difficultés que tu peux rencontrer au quotidien? Oh, bah, j'ai failli faire 3 burn-out, hein. Pour de vrai. Mhm. Je pense que je les ai faits. Je pense que j'ai dû faire 3 burn-out depuis que ça s'est vraiment enflammé, quoi, depuis 2022. En août, du coup, j'ai eu beaucoup de demandes. Et en fait, je continuais à faire du montage à côté pour des créateurs de contenu. Donc, je faisais les deux en parallèle parce que je gagnais pas encore ma vie en tant que créateur de contenu. Donc, il fallait que je garde quelque chose. Et en fait, pendant 4 mois, j'ai fait ça. Et c'était beaucoup trop, quoi. Je bossais jour et nuit. Et en décembre, j'ai dit stop au montage vidéo pour vraiment me concentrer sur la création de contenu. Moi, le truc avec lequel j'ai le plus de mal, c'est me structurer, quoi. Là, je suis en flux tendu. C'est-à-dire que là, j'ai pas de vidéo d'avance, là. Et je fais tout au jour le jour. Et là, encore une fois, le fait d'avoir des bureaux, enfin, d'avoir un bureau, d'avoir un local, en tout cas, où aller bosser en dehors de chez moi, ça va me forcer à me structurer un peu et à pas me coucher à 4 heures du mat parce que j'ai un montage à finir pour le lendemain, tu vois. Ouais, moi, le plus compliqué pour moi, c'est de structurer le truc, quoi, tu vois. Je suis pas fan de la vie en entreprise, tu vois, le fait d'avoir bossé chez Fabien, j'ai pas aimé la vie en entreprise, la vie au bureau et tout ça. Donc il faut que je me foute un coup de pied au cul pour quand même organiser la chose, quoi. Parce que quand tu as commencé, tu étais donc à 3 vidéos par jour. Mm. Aujourd'hui, on est à quelle fréquence à peu près? 3, 4 par semaine, et encore, c'est beaucoup. C'est déjà pas mal, ça C'est permet déjà pas mal, d'avoir ouais, ouais, ouais. Le truc, c'est que comme je suis perfectionniste, les vidéos deviennent de plus en plus travaillées, mais au final, enfin, les gens s'en foutent en format court, tu vois. Et au contraire, parfois, c'est la spontanéité qui fonctionne aussi. Et j'aimerais bien revenir à un truc un peu comme ça, tu vois, un peu plus, un peu moins travaillé et qui se fait un peu plus facilement, quoi. Parce que là, pour l'instant, enfin, j'écris une vidéo, l'écrire me prend quasiment 1 heure entre la recherche, l'écriture du script et tout ça, parce que je scripte toutes mes vidéos. Tu vois, le fait de contrôler les choses. Et le montage me prend 2-3 heures derrière. Le tournage, maintenant, je me prend beaucoup moins de temps. Je me suis acheté un prompteur. Wouhou. Du coup, avant, ça me prenait 20 minutes pour une vidéo d'1 minute de la tournée. Là, ça me prend 5-10 minutes grand max. Mais ouais, structurer les choses, ça peut être pas mal. Ouais. Donc toi, tu as vraiment tendance à préparer tes vidéos bien en amont, avant quoi que ce soit. Il y en a qui sont vraiment... Ils sont plutôt, voilà, je me filme et on advienne que pourra. Toi, au contraire, tu vas vraiment écrire, aller vraiment dans le détail. Ouais, j'arrive pas à être spontané. Genre les stories, tu vois, si tu regardes, je fais des stories. Ça fait marrer Frame, ça d'ailleurs. Une fois tous les 5 jours, je poste des stories et je poste tout d'un coup, tu sais. Et je mets rarement ma tête en story parce que j'ai du mal avec cette spontanéité où si je fais une story, je vais la faire, mais je vais devoir la refaire jusqu'à ce que ce soit nickel. J'ai du mal à laisser une image un peu brouillonne, tu vois. J'ai du mal avec ça. C'est ce que tu disais avant de me retrouver aujourd'hui. Tu avais un petit peu peur de parler comme ça, sans préparer en amont, sans savoir ce que j'allais te demander ou ce qu'on allait dire ensemble. Et c'est quelque chose qu'on retrouve pas mal du coup. Ouais, carrément, j'ai du mal avec ça. Et on m'a demandé récemment, c'était il y a quoi, il y a 1 an peut-être, de faire une petite masterclass devant des gens. Et il a fallu que je prépare le truc. Et le fait de ne pas connaître ce que j'allais dire par cœur m'a perturbé de ouf. Et le fait d'avoir aussi des gens en face de moi qui n'étaient pas forcément très réactifs, j'ai eu vachement de mal avec ça. Tandis que si j'avais eu un texte à apprendre et à jouer devant eux qui aurait été mis en scène, où je sais quand je rentre, quand je sors, quand je fais tel truc, quand je fais tel geste, tu vois, il n'y aurait pas eu de souci, tu vois. Et là, le fait d'être moi, alors sans me comparer aux grands acteurs, mais les acteurs que j'ai pu interviewer, ils n'aiment pas cet exercice parce que c'est le seul moment où ils sont face caméra, mais en étant eux. Du coup, tu vois, quand ils sont face caméra au cinéma, c'est un personnage et c'est travaillé, c'est joué. Quand ils sont en une interview, ils sont eux. Et ils n'ont pas de masque derrière lequel se cacher. Et c'est un truc, et tu le ressens dans leur manière d'être et tout. Ils sont pas à l'aise, tu vois. Il y a un truc. Et je pense que j'ai ce truc-là de, je suis pas en représentation. Et pourtant, enfin, j'ai un peu un masque quand même, tu vois, parce que je sais que les caméras sont allumées et tout ça. Donc, il y a quand même un masque qui se met et c'est quand même Jerry qui parle, quoi, tu vois. C'est pas Jérémy qui n'est pas dans son personnage. Il y a quand même un personnage qui est là, quoi. Donc, ouais, j'ai du mal à être face caméra, mais en étant moi. Il y a des gens qui font ça. Et d'ailleurs, c'est ceux qui marchent le plus, en général, ceux qui sont eux face caméra et
et dont on connaît la vie et qui sont, quand tu regardes Squeezie, quand tu regardes Inox, c'est ceux qui sont le plus aimés par le public. Mais ouais, perso, moi, je n'arrive pas à faire ça. Je préfère créer mon contenu et donner mes infos et tout ça et avoir ma vie à côté. Bah, c'est ce qui m'a assez étonné, avant même de te proposer de me rejoindre pour ce podcast, bah, bien sûr, j'ai épluché tes réseaux, épluché tes Ouais. chaînes, tout regardé bah, je dirais pas de A à Z parce que ça fait beaucoup de choses, mais j'ai regardé en détail et à chaque fois, je me suis dit: «Mais bon, bah, je le vois dans ses vidéos, mais je n'ai aucune information de ce qu'il fait à côté». Donc ta vie de régisseur, je ne la connaissais pas. Mmh. Ta vie de comédien, je ne la connaissais pas non plus. Il y en a certains qui sont vraiment des livres ouverts et toi, au contraire, c'est très refermé. Et Ouais. pour autant, tu dis qu'il y a un manque de spontanéité et pour autant, dans tes vidéos, en ressort en fait une spontanéité. Je ne Oui. sais pas d'où elle Et jouer. arrive. Jouer, bien sûr, mais assez bien joué pour que ça paraisse vraiment naturel Mmh. et qu'on y croit. Mmh, Hein, mmh. Ah ouais, c'est le but. Non, je veux quand même que ce soit, que ça semble naturel et oui, c'est travailler pour que ça donne l'impression d'être sorti sans que le texte, soit écrit, tu vois? Je veux pas que les gens pensent que le texte est écrit, Ouais, justement. ouais, ouais. Quand les gens regardent, je pense qu'ils s'imaginent pas que ou peut-être, je sais pas. Je sais pas à quel point les gens s'imaginent que c'est écrit Bon, ou on pas. imagine que c'est au moins tout du moins préparé, Ouais, recherché, mais en tout cas, la manière dont c'est joué, on sent que c'est honnête. ça rassure. Et là-dessus, moi, ce que je viens d'apprendre et ce que je ne savais pas, donc, c'est que bah, Jerry n'est pas ton prénom, Non. donc Jérémy. Ouais. Pourquoi avoir choisi ce pseudonyme de Jerry, du coup? Alors, je l'avais choisi quand j'avais ma chaîne de rando, vélo. Mmh. C'est une contraction de mon prénom et de mon nom de famille, Mmh. donc ça marche bien. Et mine de rien, c'est aussi le titre d'un film de Gus Van Sant qui s'appelle Jerry, avec un G pour le coup, et que j'avais beaucoup aimé. Et ouais, c'était un pseudo qui fonctionnait plutôt bien. J'avais appelé ma chaîne de rando Jerry Walks. Et quand j'ai dû créer ma chaîne de Cinoche, je me suis dit, attends, quand je vais l'appeler Jerry, ouais, c'est pas bien tout seul. Et puis j'ai fini par juste changer une lettre et mettre Jerry Talks. Puis bon, ça fonctionne. Je me suis dit, je la Ça marche changerai très plus tard. bien, Et même. finalement, c'est Mmh. c'est resté. Je pense que Mmh. Jerry aussi, sonne bien, tu vois, c'est court. Jérémy, enfin, je sais pas, il y a un truc un peu long. Jérém éventuellement, mais bon, il y en a combien des Jérém? Il y a un truc un peu unique, entre guillemets. Enfin, il y a pas d'autres Jerry, je crois, en créateur en Je crois pas, je pense France, il me pas. semble. Ouais. Donc il y a un truc un peu, il y a une recherche aussi d'être le seul à avoir ce truc-là, quoi. Et du coup, un petit peu d'un personnage, finalement. Ouais, carrément. Ouais, Oui, il c'est y ça, avait de c'est ça, mon quoi. perso, ouais, c'est Ouais. ça. C'est le personnage, il y a Jerry et Jérémy, ouais, il y a les deux. Ouais. Au tout début, en fait, j'avais du mal qu'on m'appelle Jerry. Ouais. Donc je disais Jérémy à tout le monde. En fait, petit à petit, je sais pas pourquoi, j'ai du mal maintenant à ce qu'on m'appelle pas Jerry quand c'est dans la création de contenu. Ouais. Ok. Tu vois, et la vie perso, et pareil, la vie perso, quand des gens de ma famille m'appellent Jerry, je dis truc non, tu m'appelles Jérémy en fait, tu m'appelles pas Jerry. Tu vois, j'ai un truc comme ça de schizo. C'est deux entités vraiment Ouais. différentes que tu aimes bien séparer Ouais. et Ouais. tu aimes bien mettre Et maintenant, mes séparées. mails pro, je les signe tous Jerry, tu vois. Mmh. Et la famille ne m'appelait pas Jerry, quoi, en fait. Tu vois, Ouais. il y a vraiment deux trucs différents, ouais. Ce que j'aimerais comprendre, même moi j'ai du mal à comprendre en fait. Donc alors ceux qui sont vraiment éloignés de tout ça, c'est comment est venu ce lien avec Wheel of Cinema? Qu'est-ce que Wheel of Cinema pour ceux qui ne connaissent pas? Comment t'es arrivé à faire cette rencontre-là et cette collaboration qui dure depuis pas mal de temps? Raconte-nous ce lien-là. Wheel of Cinema, ils m'ont contacté en 2022. Tu vois, 2022, c'est là où j'ai eu tous les contacts qui sont arrivés. Et c'est Tiffen de Wheel of Cinema qui me contacte et qui me dit est-ce que tu voudrais aller à la quinzaine des réalisateurs à Cannes? Bah ouais, carrément, Pourquoi ouais, pas. je suis jamais allé à Cannes, why not? Du coup, j'ai passé, je crois que c'était genre pour 24 heures sur place, c'était vraiment très court. Mais c'était la première rencontre, il me semble, avec Tiffen. Et derrière, elle me dit est-ce que ça te dirait de faire du contenu pour nous, pour nos réseaux? Bah pourquoi pas, pareil, c'était un partenariat. Donc, ah oui, Wheel of Cinema, du coup, ça appartient à BNP Paribas. Ils ont la partie Roland-Garros pour le sport et la partie Wheel of Cinema pour le cinéma. Et BNP Paribas finance pas mal de films. Et ils ont Wheel of Cinema pour mettre en avant le cinéma de manière générale. Donc c'est assez cool, mine de rien. Au début, je t'avoue que je me suis posé la question. Quand on m'a dit Wheel of Cinema, BNP Paribas, je me suis dit, est-ce que faire de la promotion pour une banque, est-ce que c'est vraiment ce que je veux, tu vois? Et je me suis fait la réflexion que bah, quand tu vas voir Roland Garros, est-ce que tu dis que tu vas payer ton billet? Est-ce que tu dis que tu vas donner de l'argent à BNP, tu vois? Non, pas vraiment. Et puis à part Allociné, tu vois, le côté mettre en avant autant le cinéma et faire gagner des places aux gens et inciter les gens à aller au Cinoche, bah il y a pas tant que ça de structure qui existe en fait. Donc Wheel of Cinema, j'ai trouvé ça assez cool dans la manière de faire. Et puis même les gens à l'intérieur sont vraiment cool. Donc on a commencé à collaborer et ils m'ont demandé donc du coup de faire des vidéos pour eux.
Et on a réfléchi à un format. Et du coup, l'idée d'aller dans des sociétés est venue assez rapidement pour aller découvrir des boîtes, des métiers qui bossent dans le ciné, mais côté coulisses, quoi. Et l'idée, évidemment, c'était de leur faire gagner des abonnés. C'est l'idée de base. Mhm. L'idée principale, c'est évidemment de créer du contenu, mais l'idée aussi, c'est que eux, ils élargissent leur champ d'action, quoi. Donc, on est content du travail qu'on a fait ensemble, et puis ça continue, mine de rien, puisque ça fait 2 ans. En gros, c'est la 3e saison qu'on bosse ensemble. Et puis, surtout, j'ai pu rencontrer beaucoup de gens avec qui je suis encore en contact pour certains. Ciné Bébé, par exemple, c'est la toute première vidéo que j'ai fait pour We Love Cinéma, la fabrication des faux bébés. Je l'ai faite donc en 2022. Je les ai rencontrés en 2022. Je suis allé retourner faire une vidéo chez elle pour les ventres de grossesse. Je vais retourner faire une vidéo chez elle pour les poils, l'implantation des poils sur les faux bébés. Mhm. Il y a des liens qui se créent en plus avec les sociétés. Enfin, c'est assez cool en fait comme expérience. Ouais. Quel est ton souvenir le plus marquant de toutes ces aventures que tu as pu vivre grâce à tes créations de contenu? Ah, je t'avoue qu'en juillet 2023, il y a Netflix qui me contacte et qui me dit: Est-ce que ça te dirait de venir sur un tournage? Alors, déjà, je dis oui. Évidemment que ça va me dire de venir sur un tournage. Et ils me disent en plus de ça que ça va être à Prague, sur un backlot, c'est-à-dire un décor en extérieur, quand en nature, quoi. Et de venir peut-être faire de la figuration sur ce film. Bah, évidemment que ça me dit. C'est incroyable. Et ils m'ont fait venir du coup à Prague. Et on est resté peut-être 48 heures, une journée pour dire bonjour à tout le monde, machin et tout. Et puis le lendemain, on était sur le plateau. Je t'avoue que j'ai chialé. Je suis arrivé sur le backlot. J'ai eu une larme qui a coulé parce que le décor est tellement ouf. Je commence à poster des vidéos là. Je vais sortir un vlog complet, je pense. Je ne l'ai pas encore monté, mais je vais sortir un vlog complet, je pense, de ce truc-là parce que l'aventure est ouf, quoi. C'est le plus beau décor que moi, en tant que novice dans le milieu du ciné, en tant qu'amateur, j'ai jamais vu, quoi. C'est un décor médiéval et tu regardes derrière, tu sais, c'est du carton-pâte, quoi. Tu cognes dessus, c'est vide, quoi. Et ça a été un moment incroyable. C'est pour le film Loup-garou qui sort Mhm. là en octobre. Et je t'avoue que ouais, c'est une expérience assez ouf et puis de voir un film se tourner et puis d'être dans ce film, Mhm. de pouvoir être à côté de ta Jean Reno à 3 mètres de toi qui est en train de dire ses répliques. Le truc marrant, c'était que j'étais à côté du producteur du film, Ouais. d'un des producteurs du film, qui fait de la figure dans les Ok, films pour ok. lesquels qui produit, quoi. Ouais, ouais. Et on était tous les deux l'un à côté de l'autre. Il était le palefrenier et moi j'étais le client. Il était avec son cheval. Et c'était génial. Et du coup, ouais, j'avais un Jean Reno à côté qui jouait sa scène. Et ouais, c'était assez magique. Et puis après, ils nous ont laissé déambuler dans les décors, quoi. Parce que le décor est immense. C'est gigantesque. Je crois. En tout cas, c'est là où s'est tourné le Jeanne d'Arc de Luc Besson. Et ce décor-là, je crois qu'il est là depuis 15-20 ans. Et mais il est gigantesque. C'est des rues médiévales. T'as une façade de château. Et c'est là depuis tellement longtemps que c'est patiné naturellement, quoi. Tu Mhm. vois, enfin, c'est magique à voir, quoi. J'ai pu aller voir si tous les trucs étaient vrais ou pas. Il y avait des œufs, il y avait des faux œufs, des vrais œufs. C'était tellement cool. C'était tellement... Et en plus, ah oui, en plus, après avoir tourné, ils nous ont emmenés Ils ont un stock de costumes qui nous ont fait visiter, costumes et accessoires qui nous ont fait visiter. À côté, tu avais un autre décor, je crois que c'était pour Prime. Je sais plus ce que c'était, un décor de rue de Paris, je sais plus pour quel truc c'était, qui était là, qu'on a vu de loin. Pour moi, c'était Disneyland, quoi. Moi, mon Mhm. rêve, c'est d'aller à Universal Studios en Floride, quoi, tu vois. Donc là, j'y étais, quoi. C'était incroyable. C'était vraiment la première fois que tu découvrais un décor comme ça. Ah ouais, Mhm. les backlots, c'était un truc ouais, où je rêvais d'aller, mais depuis que je suis ado, quoi, tu vois. Mhm. Et là, le fait d'y être, waouh, c'était fou. C'était incroyable. Donc, tu as pu vivre tout ça grâce à ton travail acharné depuis 2021. C'est ça. Maintenant, c'est bon, j'ai la date. Qu'est-ce que tu pourrais dire à quelqu'un qui aimerait se lancer sur les réseaux, qui aimerait commencer, mais qui peut-être sait pas comment? Déjà, parler de quelque chose qu'on aime, c'est la base. Parler de quelque chose dont tu as envie de parler. Pour réussir sur les réseaux sociaux, il y a la persévérance aussi. Parce que j'étais pas persévérant avant. Et là, pour ce projet-là, en août 2021, quand je me suis lancé, j'ai réussi à persévérer. J'ai réussi à faire mes 3 vidéos par jour pendant un mois. Et ensuite à en faire une par jour et à continuer comme ça. Et c'est le fait d'avoir persévéré qui fait que j'en suis arrivé là. Donc si tu choisis pas un sujet qui te passionne, ça va être compliqué de persévérer, quoi, tu vois. Donc, il faut le sujet qui passionne, il faut persévérer. Si tu peux trouver un format un peu original que les gens n'ont pas, même s'il n'est pas parfait au début, tu vas pouvoir le peaufiner, tu vois, mais trouver un petit truc. En fait, si tu as un format qui
qui cartonnent, tu vas pouvoir le réutiliser pendant des années. Quand tu regardes Clara Runaway, tu vois, cette youtubeuse, une youtubeuse qui a quasi 200 000 abonnés sur YouTube, elle a un format je sais pas depuis combien de temps elle fait, mais je pense que ça fait plusieurs années qu'elle le fait. Sa vidéo démarre par Hey, tu savais sur quel site? C'est elle, c'est bon, je l'ai. Et tu vois, tu la connais grâce à ce petit. Exactement, ce petit tout à fait. Il y a juste à lui dire ça et hop, tu vois que c'est ça. En fait, il y a ça aussi, il y a le truc de. Il faut te démarquer des autres. Il faut un petit truc qui fait que. Ah oui, c'est le gars qui fait ça. Pour mes vidéos, je me suis dit, il faut des choses pour que les gens me reconnaissent. Parce que sur les réseaux, notamment sur TikTok, il n'y a pas le côté. Tu t'attaches à la personne, tu t'attaches au contenu que tu vas avoir. Et je me suis dit, est-ce que je garde mes lunettes? Est-ce que je les garde pas? Je me suis dit, je vais les garder parce que ça va faire le gars qui a des lunettes, tu sais, sur TikTok, là, qui fait des vidéos sur les CD. J'ai mis un petit ticket de cinéma qui fait que déjà, on sait déjà de quoi je vais parler. Et en plus de ça, on sait que quand on scrolle et qu'on voit ce ticket, ah oui, c'est vrai, c'est le mec qui va parler de cinéma. La chemise rouge, je ne l'ai pas apportée dès le début, mais petit à petit, je mets la même chemise quasiment à toutes les vidéos parce qu'on me reconnaît, c'est un peu le truc d'Antoine de Maximi. Tu vois, Antoine de Maximi, il a mis une chemise rouge pour se démarquer au début et pour qu'on le reconnaisse comme ah oui, le gars qui fait des vidéos dans le monde, là, tu sais, avec la chemise rouge. J'essaie d'apporter plusieurs éléments comme ça qui font que on reconnaît ce gars-là et on se souvient qu'on l'a déjà vu avant et on sait de quoi il va parler. Donc, avoir un petit truc, tu vois, qui démarque des autres visuellement et aussi dans le contenu, quoi. Je sais que ça, c'est un truc de cinéma. Les gens le retiennent aussi. Les petites vannes à la fin, mon amour, les gens le retiennent, ce truc-là, et parfois l'attendent. Pour ce qui est du contenu en lui-même, il faut une accroche, un contenu, et selon moi, un petit truc à la fin qui va faire que, alors moi je le vois comme ça, mais que les gens vont liker la vidéo à ce moment-là et qui va dire à l'algorithme, cette vidéo elle est intéressante jusqu'au bout, et qui va potentiellement la pousser, tu vois ce que je veux dire. Donc, potentiellement avoir à la fin comme un film qui aurait une fin... oui. Cliffhanger. Avec un cliffhanger. Et tout ça fonctionne vachement bien puisque je pense franchement que toute personne qui possède TikTok ou Instagram est déjà tombée au moins une fois sur tes vidéos. C'est évident, c'est sûr. C'est possible. Donc c'est des conseils à prendre, je pense, vraiment, parce que la preuve, quoi. Je veux dire, à un moment donné. Le truc, c'est l'accroche, c'est hyper important, quoi. Tu vois. Les premières secondes. Les 3 premières secondes, il faut qu'il y ait un truc qui se passe, quoi. Et je le sais, quand je vois qu'il y a une vidéo qui fonctionne pas, alors ça peut être le contenu qui intéresse pas, mais souvent je regarde mon accroche et je fais j'aurais pu faire mieux, en fait. J'aurais pu faire mieux, et ma vanne de fin, j'aurais pu faire mieux aussi, tu vois. Enfin, souvent je mets rarement la faute sur l'algorithme parce que je sais que si un contenu doit plaire, il plaira, et la forme est importante aussi, quoi. Et dans tout ce que tu as fait, réseau, donc TikTok, Instagram, version longue ici sur YouTube, quelles sont les vidéos dont tu es le moins fier? Ou que tu regrettes, en tout cas, d'avoir publié d'une manière ou d'une autre? Je fais vachement attention à ne pas dénigrer les gens. Du coup, logiquement, je fais pas de vidéos où je dénigre les gens. Attends, je réfléchis, qu'est-ce que je pourrais... Parce que de toute façon, en plus, en général, s'il y a un truc que je regrette, je vais l'enlever. Ouais. Et ça m'est arrivé une fois, je me souviens, j'avais fait une vidéo et ça donnait l'impression de promouvoir le bis. Et je fais un... On va couper le mot, mais on a compris l'idée. Voilà. Et je m'en suis rendu compte et je l'ai supprimé, tu vois. Il y a un truc qui est, éthiquement parlant, qui était pas fou. On m'a proposé une fois de faire la promotion de l'alcool. Et pareil, tu vois, éthiquement parlant, je trouve pas ça cool, en fait, d'aller parler à des ados et de leur dire « Hey, il y a moins de l'alcool !» Enfin, il y a un truc qui est moyen. D'ailleurs, je sais pas si t'as vu, il y a McFly et Carlito qui ont fait une vidéo. Là, Ouais. Ça tombe bien parce que ça arrive sur l'autre question. C'est donc il y a ce problème-là, et sur TikTok et Instagram, il y a d'autres types de problèmes, nous, avec créateurs de contenu cinéma, où on est de plus en plus impacté, où il ne faut pas montrer de violence, il ne faut pas montrer ce genre de choses. Est-ce que toi, ça t'impacte dans ta création? Non, mais au début, oui, parce que au tout début, je savais pas qu'il y avait ça. Et forcément, quand tu publies une vidéo où il y a une gifle qui se fait enlever, tu fais bon, dis donc, pourquoi? Et non, j'ai compris petit à petit sur TikTok que effectivement la violence ça passe pas, le sexe ça passe pas, et qu'il faut trouver des petits stratagèmes pour filouter, quoi. Là, j'avais posté une vidéo il y a pas longtemps avec notamment des images des tonneaux de bagnole dans The Fall Guy. Et j'ai flouté, tu vois. Mais on voit ce qui se passe, on comprend ce qui se passe, mais j'ai flouté. Mais je sais qu'une simple gifle, ta vidéo peut être shadowban sur TikTok, quoi. Et après, pour ce qui est des extraits,
Bah, je trouve ça déjà cool qu'on puisse mettre des images, tu vois. Je sais que moi, les images, je suis pas embêté en règle générale. Je mets pas le son, en fait. Je mets que les images. Et après, bah, je comprends, c'est le droit d'auteur, tu vois. Et sur TikTok, le droit d'auteur a un peu foutu le camp, mine de rien, avec l'arrivée des réseaux, des formats courts. Mais déjà, qu'on puisse utiliser les images, tu vois, je trouve ça cool. Après, quand tu utilises... Je sais que j'ai déjà utilisé des films quelques petites secondes et ça peut passer. Ça peut passer, tu Ça vois, peut on n'est pas passer, sûr. Voilà, ouais. il y a un truc là de. Non, c'est un peu Est-ce la que j'adore surprise quand tu vas poster. J'ai l'impression que ça ne t'impacte pas tant que ça dans ta création et c'est normal Non. parce que c'est Non, pas parce que trop mine de ton rien, les domaine. making-of sont pas trop, je pense, ne sont pas trop... sont moins... comment dire, les distributeurs sont moins regardants sur les images de making-of que les images de films, je pense. Ouais. Et du coup, elles sont moins impactées. Parce que t'as par ça. pas la frame finale, enfin Bah t'as ouais. vraiment le truc de travail, mais donc ça t'impacte pas ou très peu. Non. Tant mieux. Ouais. Je veux dire, c'est plutôt une bonne nouvelle. Est-ce que tu rencontres peut-être d'autres types de difficultés dans ta création habituelle, ou il y a des choses qui peuvent aujourd'hui te poser problème dans ta création? De sortir les doigts du cul. Donc, qu'est-ce qui me pose problème dans la création? Non, pas plus que ça. Enfin, si, trouver des sujets après. Enfin, là, j'avais l'impression d'avoir fait un peu le tour des objets de cinéma à montrer. Mais en fait, je me rends compte qu'il y a encore plein de choses à faire et je vais reprendre ça. Mais non, après, c'est oui, trouver l'inspiration et puis se renouveler, surtout. Réussir à se renouveler, parce que là, ça fait 3 ans que je fais des vidéos sur ça, c'est un truc de cinéma, les anecdotes de ciné et tout. Et il faut réussir quand même à toujours intéresser les gens et à trouver des trucs qui les intéressent et des choses nouvelles surtout, parce qu'au bout d'un moment, et puis les gens aiment la nouveauté. Donc peut-être ça le plus compliqué, de réussir à se renouveler. Là, j'ai essayé de me renouveler un peu au niveau de l'image. Tu vois, je me suis un peu fourni en éclairage. Là, je tourne sur un fond vert. J'essaie de rendre l'image un petit peu plus propre. C'est pas ça qui va faire que j'aurai plus de vues, parce que ça reste toujours le contenu qui marche avant tout. Mais j'essaie moi en tout cas, de rendre le truc un peu plus joli, de moi aussi me donner le plus envie de produire, tu vois, de se renouveler. C'est peut-être le plus compliqué, ouais. Est-ce que tu as déjà été reconnu dans la rue? Ouais, Qu'est-ce que ça t'a arrive. fait d'être reconnu dans la rue? Ouais, c'est rigolo. La première fois que ça arrive, c'est assez gratifiant, mine de rien, tu vois, que les gens te reconnaissent. Je crois que j'avais regardé, la plupart de mes abonnés, notamment sur TikTok, sont parisiens. Je sais pas si j'ai pas 60% de parisiens, un truc comme ça. Ça fait du monde, quoi, mine de rien. Donc potentiellement, oui, je vais tomber sur des gens qui ont déjà vu mes vidéos. Et ouais, c'est génial. J'ai un bon souvenir à côté de chez moi. Il y a un square. Et je me souviens, c'était le jour où j'avais la visite de mon nouvel appartement. Et je m'étais assis avec un bouquin dans le square. Et je sens 2 petites silhouettes qui arrivent et qui sont vraiment à 2 mètres de moi et qui font « Mais si, c'est lui, c'est lui qui fait des vidéos sur les cinémas. Mais si, comment il s'appelle? Mais si, je ne me souviens pas. » Et ils étaient en train de discuter à 2 mètres de moi. J'étais avec mon bouquin, je les entendais, c'était très drôle. Je faisais style que je ne les voyais pas, j'attendais qu'ils viennent vers moi. Et au bout d'un moment, ils ont eu le courage de venir me voir et ils m'ont demandé si c'était bien moi qui faisais des vidéos sur les cinémas, sur les réseaux. Et de petits gamins de, je sais plus quel âge ils avaient peut-être 10 ans, tu vois. Et je trouvais ça trop mignon et du coup, ils ont demandé une photo. Ils sont partis chercher le téléphone de leurs parents pour prendre la photo et tout. Je trouvais ça trop mignon et ouais, c'est marrant des fois de tomber sur des gens. C'est quoi la première fois que tu as été reconnu par un parfait inconnu? Toute première? Il y en a eu un sur le quai de RER. J'avais un gars à côté de moi qui me regardait un peu avec insistance. Je me tourne, il fait « C'est Jerry ?» ou je sais plus comment il fait. Je sais plus s'il m'appelait Jerry ou s'il m'a dit que je faisais des vidéos ou quoi. Et il était dans le milieu du cinéma et on a commencé, on apprenait le même RER. Du coup, on a discuté pendant 10 minutes, tu vois, donc c'était cool. Tout premier, je me souviens pas. Mais ce qui est marrant maintenant, c'est qu'on me reconnaît sur le plateau de tournage aussi. Ouais. Ça, c'est très drôle. C'était quoi? C'était le film Challenger qui sort là en octobre, je crois, avec Alban Ivanov. On m'a invité sur le tournage et je crois que c'était une Machino. Et je sentais qu'elle me regardait un peu. C'était bon, soit je lui plais, soit elle me reconnaît. Et donc, elle est venue à côté de moi. Elle fait « Tu fais des vidéos sur Internet, toi, non ?» Et ça, c'est rigolo. D'avoir des gens qui sont dans le ciné et qui regardent mes vidéos. Et certains dans le ciné qui me disent qu'ils apprennent des trucs alors qu'ils bossent dans le cinéma. Alors que je suis un total amateur. Tu vois, plus tellement maintenant. Plus tellement maintenant, ouais. oui, j'ai une légitimité, entre guillemets, parce que je parlais de pas mal de choses du coup maintenant. Mais ouais, c'est rigolo ça, quand ça arrive. Ouais. On arrive du coup presque à la fin de cette vidéo. Franchement, c'était enfin, moi j'ai passé un très bon moment. J'espère cool. que toi aussi. Merci beaucoup, c'était très cool. Si vous avez d'ailleurs des questions, n'hésitez pas à lui transmettre, il sera ravi de vous répondre. Oh, c'est toi qui le dis. J'en suis sûr. Sinon, je lui transmettrai moi-même, vous inquiétez pas. Ce que je voudrais savoir, bien sûr, maintenant, c'est quels sont tes objectifs
à court, à moyen terme? Bah là déjà, réussir à m'organiser, à avoir, une organisation un peu plus propre. J'aimerais produire des vidéos quotidiennement. Ça serait un minimum pour moi de réussir à avoir au moins une vidéo par jour. Et la suite, c'est continuer à aller sur les plateaux de tournage, continuer à faire découvrir le maximum de choses, à mes abonnés, quoi. Trouver à chaque fois le petit truc un peu inédit qu'on s'imaginerait pas, quoi. Si tu avais un rêve fou, quelque chose que tu n'as pas encore fait sur les réseaux et que tu aimerais? Ah, je t'avoue que devenir acteur, ça reste quand même dans un coin de ma tête. Peut-être que ça se concrétisera un jour, peut-être pas, on sait jamais. Peut-être que dans quelques années, j'arriverai À destination décoller un du petit peu. cinéma ou du théâtre? Je pense que je serai plus cinéma que théâtre, ou pas. Je sais pas. Non, même pas. Les 2 sont intéressants, en fait. J'ai joué dans quoi? Dans 1 ou 2 pièces de théâtre? Dans 2 pièces de théâtre et l'exercice est cool, quoi. C'est autre chose, quoi. D'avoir les gens en face de toi et d'avoir la réaction en instantané, c'est autre chose que de travailler face caméra et de répéter à chaque fois, enfin, de répéter une scène pour avoir le moment parfait, capté à la caméra. C'est 2 trucs différents quand même, hein, mais les 2 sont assez cool quand même. Et puis le doublage aussi. Petit tournage de Ouais. film d'animation qui va bien. Ah, ça peut être cool, hein. C'est très chouette, ça. Notez bien ça. C'est ça. Disney, si vous me regardez d'une manière ou d'une autre, Les directeurs de plateau. invitez-moi, première étape. C'est ça. Mais Ouais, ça, j'aimerais ouais, beaucoup, ce serait ouais, carrément. OK. Et pas forcément en tant que Jerry, tu vois? C'est pas, Ouais. Jerry, vient faire une voix Non, sur tel donc truc, vraiment juste, comédien, voilà, tu aimerais comédien, beaucoup, ouais. Ouais, j'aimerais beaucoup ça, ouais. Quitte à, tu vois, s'il y a besoin de m'écarter de l'image de Jerry, quitte à retirer les lunettes, me mettre des lentilles, et changer un peu d'apparence et tu vois, pour, rentrer vraiment, par la porte de derrière, quoi, sans Mais en tout cas, si l'image de Jerry te permettait de faire un doublage même court d'un personnage ou quelque chose comme ça, tu En serais plus, je l'ai fait client. un peu sur, sur, Les Loups-garous. Ah! J'ai participé à la post-prod et j'ai une petite phrase, de doublage, mais c'était rigolo, du coup, de se retrouver, parce que mon stage de doublage que j'avais fait, c'était en 2015 et là, c'était, 7 ans après, 8 ans après. Se retrouver, sur un plateau de doublage, ouais, c'était cool, ouais. Je te propose, avant qu'on s'arrête, un tout petit jeu. Allez. Voilà, on va terminer. Alors, attends, je suis pas Nagui, vraiment, c'est pas un jeu très très fun, mais pour permettre de faire définitivement connaissance, parce qu'on s'était vu avant, mais très brièvement. Ouais. Première chose que tu m'as dit, c'est que je ressemblais à l'acteur le plus moche d'Harry Potter. Mais non! Je m'en suis pas... C'était terrible. Non, je vais te poser Tu l'as pas quelques... vu dans ce film où il remonte le temps, là, où il retourne dans le temps, comment c'est Je déjà? crois que je l'ai vu que dans Harry Potter. About Time. Je crois que c'est comme ça qu'il Ah, je l'ai s'appelle. pas Tu l'as vu. pas vu? Oh, faut que tu le vois, il est Eh génial, ben, ce film. je regarderai. Ah ouais. Il est beau dedans? Bah, il est beau, ce gars, mais oui, il est beau tout le temps. Horrible. T'as pris le pire perso. Je vous le mets là, quelque part à ma gauche. Vous allez voir, c'est vraiment... C'est pas vrai. Donc, quelques petites questions rapides comme ça. Tu réponds du tac au tac. Ok. Tu essaies de réfléchir le moins possible Ok. pour prendre la première réponse qui te vient. Par exemple, c'est quoi ton film d'animation préféré? Ah si, attends, mais je l'ai pas en tête. Vice versa. Ton genre préféré? Mon genre, horreur peut-être. Ok. Ton film d'horreur préféré? Chambre 1408. Ton réalisateur préféré ou réalisatrice? J'aime bien Spielberg. On va dire Spielberg. Ton acteur ou ton actrice préférée? Jim Carrey. J'aime beaucoup Jim Carrey. L'objet que tu préfères dans toute ta collection de bizarreries de tournage? Alors, elle est pétée, mais j'ai bien aimé faire péter une ampoule en résine. Okay. C'est rigolo à faire. Mais du coup, il est pété, mais j'ai bien aimé ce truc-là. Ta plus belle rencontre grâce au réseau? Je dirais Ciné Bébé, c'est une belle rencontre. C'est la 3e vidéo que je vais faire avec elle. C'est des rencontres qui restent. Ouais. Un mot pour décrire ta communauté? Curieuse. Ton film musical préféré? Ah là, j'en ai vu un récemment. Il est quand même, il atteint un niveau assez ouf. C'est Emilia Pérez. Ton méchant ou ta méchante préférée? Là, j'ai en tête tu sais, le méchant dans Roger Rabbit. Ah, j'ai jamais vu. C'est pas vrai? J'ai jamais vu. C'est génial ce film. Bon, je te spoil pas, mais j'aime bien. Donc le méchant dans Roger Rabbit. Ouais, et puis surtout l'état dans lequel il finit. Je te spoil pas. Ok. Une scène culte que tu pourrais rejouer par cœur devant nous? J'en suis incapable, mais... Par exemple, Kélia nous a joué Hermione Granger quand elle part à Ron dans le premier film. Elle nous l'a superbement joué. Je suis incapable de ça. Si dans Jerry, ils sont muets, donc ils sont muets. Ils parlent quasiment pas.
Ouais, mais j'ai pas de... C'était le moment de briller en tant que comédien. Non, j'ai dommage. pas de mémoire non plus. Il me faudra un prompteur quand je serai acteur. Bah, tu me l'enverras par téléphone. Voilà, tu m'enverras, on le mettra Ça dans le marche, montage. je vais réfléchir. J'ai trouvé, 3 mois après, il n'y a pas beaucoup de films qui me restent en tête au niveau des dialogues, j'ai pas une mémoire de malade, mais il y a un film, Will Hunting, que vous connaissez peut-être, qui est un de mes chefs-d'œuvre préférés, qui, lui, pour le coup, me reste un peu en tête, et notamment le dialogue du psy et de Will quand ils sont ensemble pour la première fois dans le bureau du psy, et c'est Will qui repousse un peu le psy dans ses retranchements, et qui va un petit peu trop loin en parlant de sa femme. Ça démarre comme ça, vous avez peut-être pas épousé la femme qu'il fallait. Tu devrais peut-être faire attention à ce que tu dis, Will. Ne va pas trop loin, d'accord ? C'est bien ça, n'est-ce pas ? Le problème, c'est votre femme. Que s'est-il passé ? Est-ce qu'elle vous a quitté ? Est-ce qu'elle couchait avec un autre ? Si jamais tu manques encore de respect à ma femme, je te casse la gueule. Et ce sont pas des paroles en l'air. T'as bien compris ? Voilà. Tout ça sans prompteur, hein. Voilà. Non, en vrai, le seul truc dont je me souvienne, c'est un dialogue entre Katharina et Petruccio dans La mégère apprivoisée de Shakespeare, que j'ai appris il y a 20 ans de ça et qui m'est resté en tête depuis. Donc c'est pas du cinéma, mais c'est du théâtre pour le coup, et ça démarre comme ça. Et morbleu, c'est dans ton lit, adorable Cato, que je veux me réchauffer. Donc trêve à tout ce bavardage, et parlons net. Votre père a consenti que vous soyez ma femme. Nous sommes convenus de votre dot, et que vous le vouliez ou non, je vous épouse. Or Katharina, je suis le mari qu'il te faut. Et par cette lumière qui brille sur ta beauté, cette beauté qui me fait tant aimer, tu n'épouseras nul autre que moi. Je suis né pour t'apprivoiser, Cato, et pour te transformer, ô ma chatte sauvage, en une Cato docile, comme le sont les autres Cato domestiques. Voilà, à peu près. Un film à plaisir coupable. Plaisir coupable. Heureusement que tu m'as dit de pas réfléchir. Plaisir coupable. J'ai dit le premier qui te vient. Là, il a tout... J'en ai pas. Là, il est au fin fond de son cerveau. Là. Plaisir coupable. Non, j'ai les affiches de films qui défilent. Je suis Mais il obligé n'y a pas le parce que titre. j'ai pas... Il y a une mosaïque qui s'est floutée devant. Vraiment, C'est ça, exactement. Mais... il y a un monteur là-dedans qui est en train de bosser. Je sais pas, je vais dire Dumb and Dumber. Ça me vient comme ça. Mais, Ok. mais il est bon en vrai. Une séquence géniale dans un film nul. Si, là j'ai vu... les gens vont m'en vouloir parce que je sais qu'il y en a qui l'ont aimé. Et là, il y a Beetlejuice là, qui est vraiment pas très bon. Et pour le coup, il y a plein de moments assez cool. Genre les tripes de Beetlejuice qui sortent, le bébé assez marrant aussi. Il y a pas mal de séquences assez rigolotes. Avec un scénario, ça aurait pu être pas mal. Et enfin, le mot de la fin. Pouette. J'adore cette question. C'est toujours des réponses. Jerry, merci beaucoup. Merci pour à toi. ton temps. C'était cool. C'était super. On a appris plein de choses. Avec plaisir. À nouveau, je le redis, n'hésitez pas à poser vos questions, à faire vos retours aussi sur cette vidéo pour moi, pour l'améliorer le plus possible. Jerry, tes réseaux? Jerry Talks sur TikTok, Instagram, YouTube, Dailymotion, OnlyFans. Memes, tout ça. Bien sûr, vous pouvez me retrouver sur Vincent-MLL. Ce pseudo va vraiment changer très rapidement parce qu'il est beaucoup trop long, mais j'ai pas beaucoup d'inspiration. Et puis, merci beaucoup. C'était top. C'était cool, merci pour l'invitation. À très bientôt. Ciao. Ciao. Tu peux dire au revoir, tu peux faire un coucou. Ciao. À celle-là. À celle-là. À celle-là. À celle-là. Ciao. Salut. Et on fait durer comme ça pour que ce soit bien gênant, tu sais, avec les cartes, là, comme ça, ils peuvent cliquer sur d'autres vidéos aussi. Oui, forcément, il faut qu'ils cliquent. Notamment sur celle de Cléa, qui était très sympa. Pas... Ça peut durer très longtemps comme ça avait ça. l'air très cool, ouais. C'était très cool. C'est vrai ? C'est pas 20 secondes, normalement ? Je sais pas. Ok. Faut arrêter la vidéo, par contre, à un moment donné.